Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la première fois sur notre programme Sylvain Ferreira. Bonjour. Bonjour Pierrot, merci de me recevoir. C'est un plaisir parce que, comme nous le disions en off, j'adore l'histoire. Je suis un passionné d'histoire, amateur évidemment. J'adore l'enseigner à mes enfants, c'est déjà pas mal. C'est pas toujours facile, c'est un sujet qui est pourtant, pour moi, coule de source. Si on ne comprend pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est et on ne peut pas savoir où on va, ou alors on va dans l'inconnu. Et Sylvain, vous avez une chaîne YouTube qui est passionnante. Vous êtes un commentateur notamment de cette guerre en Ukraine aujourd'hui qui est, je trouve, très pointu et très précis. Et c'est pour ça qu'on ne vous voit pas souvent sur les plateaux de télé. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs livres. On pourra en parler. Et j'aurais eu l'immense plaisir non seulement de discuter avec vous aujourd'hui et pour notre audience, de comment un historien comme vous voit c'est ce qui se passe en ce moment. On dit toujours qu'il y a des années il y a des semaines qui passent comme des années, et des années qui passent comme des semaines. Et aujourd'hui, dans le premier cas, on a l'impression que l'histoire s'accélère depuis 3 4 ans, après quand même des années 90 très lentes. Enfin, je ne vais pas vous dire mon avis, mais en tout cas, je serais fasciné de voir comment vous voyez la période actuelle dans l'histoire longue. Ah, c'est sûr que là, on est arrivé à un moment où il y a eu une très grosse accélération qui n'est pas, à mon avis, terminée, mais qui a quand même mis sur les rails une certaine dynamique. Et surtout, cette dynamique, il faut bien comprendre qu'elle dépasse la guerre en Ukraine. C'est un peu le déclencheur symbolique, en fait. La grande rupture, elle a été formalisée le 4 février 2022 dans une déclaration commune prise par Vladimir Poutine et Xi Jinping à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver en Chine, où les deux chefs d'État ont dit quelque chose qui est là vraiment, c'est là le point de rupture. Nous n'obéirons plus au monde selon les règles anglo-saxonnes. Et ça, personne ne l'avait dit depuis, depuis la fin de la guerre froide dans la partie, enfin, pour le monde entier. Et puis nous, occidentaux, plus personne n'avait dit ça depuis 1945. Donc c'est là où vraiment se situe cette rupture dans l'histoire par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment et où la guerre en Ukraine va servir de première manifestation de voilà, on vous l'a dit, on n'obéira plus à vos règles. On veut bien obéir au droit international parce que on a adhéré à l'ONU, à toutes ces règles, à toutes ces conditions d'encadrement de ce qu'on appelle le droit international. Mais le monde, selon les règles anglo-saxonnes qui fonctionnent sur ce principe extrêmement sympathique de faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que c'est aussi une rupture, euh, comment dire, philosophique. C'est-à-dire que le monde des anglo-saxons, c'est un monde où tout est possible pour les uns et tout est interdit aux autres. Hein. Faut pas oublier que c'est ça la base. C'est-à-dire, moi, j'ai le droit d'aller bombarder Belgrade et l'ambassade de Chine, par exemple, à Belgrade en 99, mais vous n'avez pas le droit de défendre les populations du Donbass. Hein. Sinon, vous êtes avec en plus donc toujours cette moralisation, les bons, les méchants. Hein, j'en parlais encore il y a pas très longtemps au cercle Aristote là, sur le problème de l'idéologie dans la guerre et cette considération vétérotestamentaire qu'on a aussi revue en Terre Sainte. Il y a le peuple de la lumière ou les peuples de la lumière contre les peuples des ténèbres. Bon, voilà. Donc la grande rupture, c'est le 4 février 2022 où en fait, bah, deux des plus grandes puissances économiques et militaires du monde viennent dire aux anglo-saxons, bon voilà, on va pas se lancer dans une guerre contre vous, on va pas s'affronter à vous militairement, mais on va simplement maintenant, vu qu'on a atteint un seuil critique de puissance suffisante, eh bien, on peut vous dire, non, bah là, on ne se pliera plus à vos délires. Hein. Les Chinois l'avaient déjà laissé entendre pendant le Covid en 2020. Il y avait une réunion entre l'équipe de Blinken et le ministre des Affaires étrangères chinois, où Blinken avait commencé la réunion. Elle est disponible sur YouTube. On voit ça, c'est extrêmement intéressant. Blinken avait commencé à morigéner les diplomates chinois qui lui avaient répondu: Monsieur le secrétaire d'État, c'est terminé.
vous ne pouvez plus nous parler comme ça, hein, ça dure depuis la fin du 19e siècle, cette considération à l'égard de la Chine. Maintenant, c'est terminé, vous devez nous traiter d'égal à égal. Et donc, la rupture est entamée à ce moment-là, et la guerre en Ukraine, on va dire, est la première manifestation où les Russes disent, ben voilà, selon la charte de l'ONU, il y a des peuples qui sont menacés pour leur appartenance linguistique ou ethnique, d'une opération de purification ethnique. On a tout essayé pour vous faire entendre raison. Ces gens demandent une reconnaissance internationale que la Russie et Vladimir Poutine leur ont refusé pendant 8 ans. Hein. C'est fou parce que les gens pensent que dans le Donbass, tout le monde adorait Vladimir Poutine. Pas du tout. Pas du tout. Les populations du Donbass en voulaient beaucoup à Vladimir Poutine depuis 2015 de ne pas avoir voulu justement venir au secours militairement, officiellement. Hein, j'insiste sur tous ces termes parce qu'on sait qu'il y a des militaires russes qui ont pris des congés pour aller se battre avec les gens du Donbass. Mais au niveau politique, Vladimir Poutine l'écrivait encore, je crois, en 2019 ou 2020, le Donbass fait partie de l'Ukraine et ce qu'on demande, c'est le respect des droits des gens dans cette partie-là de l'Ukraine, mais on ne veut pas que l'Ukraine soit démantelée. Donc là, enfin, vu les circonstances dans lesquelles on se trouvait, Vladimir Poutine a dit on va intervenir en fonction de la charte de l'ONU pour être très légaliste, ce que les Russes ont toujours été, y compris à l'époque soviétique, dans ce genre de choses. Hein. Même si après on peut critiquer politiquement le bien fondé, mais en tout cas, ils ont toujours essayé d'être le plus légaliste possible. Et ils ont dit, bon, ben voilà, maintenant, on intervient. Ils ont réussi cette intervention, contrairement à tout ce qu'on nous a raconté, et très rapidement, les Ukrainiens ont demandé grâce, ont demandé à régler diplomatiquement les choses. Les Russes ont été extrêmement magnanimes en disant on va se contenter de très peu, et c'est les Occidentaux qui ont voulu remettre de l'huile sur le feu pour servir leur agenda politique, qui est la séparation du bloc européen occidental de la Russie. Donc on débouche ensuite sur une guerre qui n'était pas censée durer aussi longtemps, en tout cas du côté russe, et qui est une véritable tragédie, une guerre civile entre Slaves, hein, et c'est pour ça qu'elle est aussi très, enfin, qu'elle prend autant de temps et qu'elle est très violente, parce que les Slaves, quand ils font la guerre, c'est pas, ça ne rigole jamais et ça ne veut jamais lâcher prise de part et d'autre. Oui, c'est ce qui est. Alors, on va sûrement revenir sur ce conflit en Ukraine, parce qu'effectivement, il fait partie d'un plus grand conflit. Euh, alors, tout d'abord, en fait, j'ai oublié de demander de vous présenter, en fait, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent peut-être pas. Quel est en fait votre parcours qui vous a amené à être passionné d'histoire également? Ah, alors là, on rentre dans presque l'intime. Hein. Moi, je suis passionné d'histoire parce que ma famille a été, j'emploie un peu le mot ouais, elle a été presque détruite par la Première Guerre mondiale au niveau des hommes. Du côté de mon père, il y avait 4 hommes qui sont partis se battre en 1914 et il y en a qu'un seul qui est revenu grand invalide de guerre. Du côté de ma Pereira, mère, c'est d'origine, c'est portugais ou espagnol? non, c'est portugais, Portugais, mais ouais, c'est ça. je ne suis d'origine portugaise que par mon grand-père Ah, paternel. d'accord, Tout le reste de ma famille, d'accord, du côté de ma grand-mère paternelle, justement, et c'est de son père dont on parle, d'accord. et de ses frères et de ses beaux-frères, eux ont tous été mobilisés, donc tous tués sauf Non, un. je me demandais Non, si mais c'était le corps expéditionnaire portugais non, en non, non, 14-18. non. Non, Mais d'accord, mon grand-père est arrivé il y a, ça va faire 100 ans. Enfin, il est arrivé une première fois en 1924 en France et il s'est installé définitivement en d'accord. 1926. Et justement, ma grand-mère avait des sœurs, il n'y avait pas de garçons dans la famille et c'est assez symptomatique de ce qui s'est passé après-guerre, c'est-à-dire que ma grand-mère comme ses sœurs ont toutes épousé un étranger puisqu'il n'y avait plus d'hommes dans notre pays. Enfin, il n'y avait plus assez d'hommes pour marier toutes les femmes. Donc, ma grand-mère a marié un Portugais, une de ses sœurs a marié un Luxembourgeois qui était réfugié en France à cause de l'armée allemande. Hein. Il y a eu Oui. déjà des vagues de migration de Ça, population c'était pas les belge mêmes. et voilà, C'est pas les c'est mêmes. pas les mêmes. J'en Et veux des puis, langues luxembourgeois, alors. c'est Envoyez-moi les c'est- luxembourgeois. c'est ça. Et puis une autre de ses sœurs a eu alors là un destin absolument phénoménal parce qu'elle a marié un Cubain
qui était en train de faire ses études de médecine à Paris et qui était un fils d'une grande famille de latifundistes de Cuba. Et elle est repartie à Cuba et malheureusement, elle est morte de la Ah, fièvre typhoïde là-bas, en laissant deux enfants, dont mon arrière-grand-mère a perdu la trace après la révolution de Cuba à la fin des années 50. Mais donc, moi, j'ai un intérêt pour l'histoire à cause de ce destin ah ouais. de mon arrière-grand-père, parce que sa particularité, c'est que c'est la figure du disparu dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère enfant, et elle m'a transmis sans détour et involontairement le traumatisme de l'absence de cet homme et de l'absence surtout, parce que c'était encore une société qui était marquée par ça, l'absence de tombe sur laquelle se recueillir. Et donc moi, je me suis intéressé à l'histoire militaire pour comprendre pourquoi on pouvait arriver à des guerres comme ça qui détruisent des populations de cette manière-là. Alors avec beaucoup de pudeur, je n'ai jamais plongé dans la guerre de 14 jusqu'à 2009 au niveau de la connaissance historique, des recherches, etc. Parce que c'était très compliqué émotionnellement de rentrer dans ce conflit. Voilà. Et j'ai réussi à faire un double travail, à la fois d'historien en écrivant des livres sur la guerre de 14 et en travaillant sur le destin de tous ces hommes de cette branche-là de ma famille, qui comporte du coup le disparu, le petit frère de mon arrière-grand-père est mort de la fièvre typhoïde, donc celui mort de maladie, celui mort héroïquement, christiquement, en portant assistance à ses camarades, en donnant sa vie pour les autres, et puis le grand blessé de guerre amputé qui a un destin un peu bizarre parce que il a été capturé, blessé en 1918. En septembre 1918, on apprend qu'il est mort, et puis en fait, il n'est pas mort. Il va revenir le 12 décembre 1918, un mois et un jour après l'armistice. Et enfin voilà, ces figures représentent tous les possibles de la tragédie dans une famille en 1914-1918. Mais j'ai fait d'autres choses hein, dans ma vie. C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Laurent Henninger en étant dans le milieu des jeux d'histoire, etc. Voilà, concepteur de wargame, critique de jeux d'histoire, critique de wargame. C'est comme ça que j'ai croisé Laurent il y a D'accord. très très longtemps. Et puis surtout, j'ai fait autre chose qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision de notre jeunesse qui est beaucoup plus fine, je pense, que d'autres. C'est que je suis entraîneur diplômé d'État de football américain et j'ai exercé de manière professionnelle pendant presque 10 ans de ma vie, tout en ayant été joueur. Et donc, je mesure l'état physique de la jeunesse européenne et sa dégradation entre le moment où j'ai commencé à être joueur et aujourd'hui, puisque j'ai encore entraîné l'année dernière. On voit que les gens manquent beaucoup de ce qu'on appelle dans le jargon de coffre, de cardio, et c'est une Ah, catastrophe. Et donc, quand on nous dit qu'on veut envoyer ces jeunes-là faire la guerre en Ukraine, eh ben oui, d'accord, c'est bien. Ça va pas durer longtemps, alors. ouais, tant mieux quelque part, mais Ah bah oui, c'est vrai c'est que c'est ça. terrible. C'est ça, c'est-à-dire qu'on en a un peu parlé il y a quelques années par rapport à l'état de l'armée américaine qui souffre de problèmes encore plus graves de recrutement puisque sa population est bien plus gravement atteinte encore que la nôtre, même si on prend la même pente hein, en termes d'obésité, de surcharge pondérale, de manque de cardio, etc. En Europe occidentale, moi je raconte toujours cette anecdote. En 89, quand j'ai passé mon bac, il fallait que pour avoir 12 sur 20 en EPS, je fasse 4 km en 20 minutes. Aujourd'hui, les élèves de n'importe quelle section du bac, il faut qu'ils choisissent eux-mêmes le kilométrage qu'ils vont faire et le temps qu'ils vont vouloir faire pour parcourir cette distance. 2 heures. Autant dire, le gars qui dit bon, ben, moi je vais me faire mes 2 kilomètres en un quart d'heure, il a le droit, s'il fait ça, bon ben voilà, on lui donnera une note. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Il faut surtout pas. Moi, je me souviens, j'avais un prof de PS qui avait, dans sa première année d'enseignement, connu mon père. Je me souviendrai toujours, quand je suis arrivé au collège en sixième, il dit: «Oh, Ferreira, j'ai eu ton père, c'est un athlète. Tu as intérêt à courir.» Et le gars, on était au début des années 80, quand on montait faire de ce qu'on appelait l'endurance, du cardio à l'époque, il prenait des orties et il nous fouettait sur les mollets
pour nous dynamiser, pour aller faire du cardio. On ferait ça aujourd'hui. Le gars serait révoqué de l'éducation nationale en quelques instants. Et il faut surtout pas morigéner ces petits chéris. Enfin, voilà, faut les mettre dans des cocons. Alors, si demain on les envoie sur le front en Ukraine ou ailleurs, ça va pas durer très longtemps. Oui, oui, ça me fait penser qu'on devra s'organiser absolument une rencontre avec Laurent et vous à Paris parce que j'ai été moi aussi concepteur de wargame plutôt sur la partie ordinateur et à mes heures perdues, mais enfin qui ont eu leur petit succès. Je sais pas, vous connaissez sans doute The Operation Art of War et de Oui, ah bah talents. bien sûr. Oui, ben, Ah oui, oui. j'ai commis des scénarios assez pointus pour eux. Bref, Bah oui. chez un très bon ami ici en Suisse, j'ai la collection de Mathieu Carrère, que vous connaissez peut-être, qui a une collection énorme, une des plus grandes au monde de wargames Non, ici en tiens, je Suisse, connais du pas. monde. Ah oui, d'accord. Il les a tous, c'est impressionnant, hein. Une Ah salle ouais. entière, des salles entières pleines de boîtes. Enfin bref, ce sera le sujet alors à creuser parce que c'est aussi très passionnant. Parce que, mine de rien, pour ceux qui nous écoutent, et vous me corrigerez, mais je pense que vous serez d'accord, dans la conception d'un wargame, et d'ailleurs les états-majors en font beaucoup, normalement, quand c'est Ah sérieux, oui. Oui, euh, oui. la conception d'un wargame vous oblige à rentrer dans les rouages pour qu'ils soient réalistes et pour qu'ils soient comparables. On ne parle pas de la jouabilité, mais si on veut être vraiment réaliste, on doit rentrer dans des rouages qui vous obligent à étudier les statistiques, comme le font d'ailleurs très très bien les, les, les- les- les Soviétiques. C'était un peu une de leurs grandes forces, encore plus loin que les Allemands, je trouve, historiquement, d'aller chercher pourquoi et comment telle plateforme de combat, que ce soit un bataillon d'infanterie ou peu importe, est capable d'opérer sur un terrain en fonction du type de terrain, etc. Et quels sont les ratios d'usure, de perte, de machin, pour pouvoir créer ensuite un environnement qui nous permet de simuler des scénarios différents, des offensives, des défenses, etc. Et d'avoir finalement une vision euh, cohérente, pratique, qui n'est jamais parfaite parce que les technologies changent, les environnements changent, l'imprévu arrive, et puis de même de factoriser des éléments humains comme le moral, la motivation, évidemment la logistique qui va avec, et de ensuite, lorsque la réalité est en phase, réfléchir vite et prendre les bonnes décisions le plus vite possible et pas se retrouver avec des schémas comme malheureusement l'histoire, et vous avez écrit un livre, nous en parlerez peut-être, et ses rapports avec le monde d'aujourd'hui sur la guerre de 1870, la fameuse guerre franco-prussienne, de se retrouver soit en retard d'une guerre, ce qui arrive souvent, mais surtout de ne plus être capable de s'adapter et de finir, et on sait en 1914 le coût que d'être en retard d'une guerre a causé à la France, mais aussi à l'Allemagne. Et aujourd'hui, bah, de voir encore des forces armées qui s'entraînent avec des soldats, je les vois tous agglutinés derrière un char. Temps de survie sur un champ de bataille comme en Ukraine, c'est 5 minutes. Donc non, c'est pas que du tout comme ça. Au contraire, on a vu ces images un peu de Mad Max ces derniers temps qui sont Ah en oui. fait qui illustrent l'adaptabilité. Et en fait, c'est brillant. Moi, je trouve ça, c'est une adaptation. Voilà, on veut pas des uniformes propres qui avancent. Les Israéliens étaient très forts pour ça aussi. Ils s'en foutent complètement du défilé, de machin. Mais en revanche, il faut être pragmatique sur le terrain. En tout cas, ils l'étaient. Aujourd'hui, je suis moins sûr. Mais enfin, voilà. Et donc, voilà. Il faudra qu'on fasse une rencontre spéciale Wargame Ah, qu'on oui, pourra ah bah oui, filmer. volontiers, oui. Oui, oui, et puis discuter justement de ce rapport entre la modélisation du réel et la jouabilité, parce que ça aussi, c'est très, très Ah, ouais. intéressant. Et de comprendre, parce que ça a été longtemps un écueil du wargame, parce qu'il vient du jeu de stratégie, c'est le I go, you go, hein, à chacun son tour. Alors qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus dans des systèmes de simulation du chaos, Ouais, notamment sur les échelles tactiques où c'est pas à toi, à moi, ça peut être plein de séquences à un seul et puis pas du tout à l'autre pour apprendre cette frustration aussi de et c'est quand je joue, bah attends, on va voir. C'est pas tout à fait. forcément assuré. Tout à Voilà. fait. Alors justement, pour revenir sur l'histoire longue, euh, le plan face à l'incompétence, deux manières de voir les choses qui sont souvent peut-être même ensemble, me semble
Et je veux avoir votre avis là-dessus, me semble fascinant parce que finalement, cette attaque de l'Occident contre le monde euro-asiatique au sens continental, le fameux Heartland, qui est en fait de tout faire pour éviter que surtout l'Allemagne puisse être une grande puissance avec la Russie, ou que la Russie s'allie avec, et devienne une alliance puissante économico-militaire avec la Chine. Ça a été un peu l'objectif on va dire, du Royaume-Uni, puis repris par les États-Unis, sous différentes formes, hein, évidemment, avec des différents changements de régime, surtout en Russie. Mais ça semble être une sorte de tentative pérenne et longue. Aujourd'hui, ça a l'air d'être complètement un échec, puisqu'on a une alliance qui inclut même l'Inde. Alors, ce n'est pas une alliance formelle comme on pouvait l'imaginer à l'époque, où on avait des traités vraiment ce qu'on appelait vraiment des alliances comme la Triple Entente ou l'Alliance cordiale et ce genre de choses. Mais bon, on a quand même une intégration économique qui va de plus en plus loin. Je reviens de Russie il y a quelques semaines. On voit une intégration au niveau de l'automobile, par exemple, des pièces détachées. Les Chinois fabriquent des pièces détachées pour entretenir les flottes de BMW, Mercedes, tout ce qui existe en Russie, mais aussi amènent leurs voitures et leurs produits de consommation. Et on voit qu'au niveau de l'armement, eh bien, les Russes ont des bureaux à temps plein à Beijing pour concevoir, et ils doivent recevoir des royalties incroyables pour la technologie qui est transférée, vendue à la Chine. Alors on verra comment ce sera dans un siècle, mais pour l'instant, on a que cette intégration qui se fait. On a l'Iran, l'Inde qui exporte de plus en plus en Russie. Euh, Ça a l'air d'être un échec total pour ce vieux projet britannique de destruction de l'Asie, et de contrôle de l'Asie et de la Russie notamment. Alors, il y a 2 choses. C'est sur le plan de la façade occidentale, c'est un succès, c'est-à-dire qu'ils ont désarrimé, même Vladimir Poutine le reconnaissait il y a encore pas très longtemps, ils ont désarrimé pour très longtemps l'Europe occidentale de la Russie, hein. Ça, c'est la partie succès du plan. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils insistent avec tout ce discours anti-russe, mais qui est d'un niveau qu'on n'a jamais entendu, même pendant la Ouais, guerre froide, hein. C'est absolument lamentable. c'est lamentable. Mais effectivement, ce faisant, ils ne pensaient pas que les Russes se tourneraient aussi facilement ou rapidement, je ne sais pas quel est le bon adverbe, vers l'Asie, et que ça se passerait. Je pense qu'ils ont été un peu surpris par ça. Alors, ils essayent un contre-narratif en disant que maintenant les Russes sont dans la main des Chinois. Bon, très bien, sauf que, bon, au niveau technologique, pour le moment, c'est toujours les Russes qui sont au-dessus du lot, et c'est les Chinois qui sont demandeurs. Donc, bien évidemment, les Chinois sont capables d'innovation eux aussi aujourd'hui, ce qui surprend beaucoup de gens, mais quand même. Donc, pour le moment, bah oui, le seul succès, il est de ce côté-ci du monde, hein. L'Europe est détruite au niveau économique, l'Allemagne est par terre. Je ne parle pas des autres, puisqu'on est tous dépendants de l'Allemagne, donc on est dans le même sac. Et puis se dessine un nouveau monde qui avait déjà commencé à prendre forme de manière un petit peu brouillonne, on va dire, hein. Les BRICS, c'était un work in progress, comme on dit en anglais, hein. C'était un projet qui était sur la table, qui se mettait en place. Bah là, ils ont accéléré cette mise en place, hein, avec en plus un facteur bonus qui est la dédollarisation des échanges internationaux. Dédollarisation qui va très loin, puisqu'il y a un pays qui n'était pas prévu non plus dans tout ça, c'est l'Arabie Saoudite, le grand allié anglo-saxon du monde arabe, et qui devait jamais bouger. Enfin, c'était un intangible depuis le pacte du Quincy en 1945, de la politique anglo-saxonne, de l'équilibre avec le pétrodollar, de l'accès à l'or noir, etc. Et même là, Ben Salman, bon, il rentre pas dans les BRICS de manière formelle, mais dès 2022, il a lancé des projets avec Pékin, c'est même pas avec les Russes, pour faire des achats de pétrole directement en yuan. Et donc là, pour les Américains, ils voient bien que les limites de leur impérium sont complètement atteintes. Et c'est pour ça que Donald Trump opère un repli stratégique sur l'espace américain, hein, en mettant à nouveau une espèce de nouvelle doctrine Monroe en place, du Groenland jusqu'au Cap Horn. Et puis, on va se limiter à ça parce que bah, finalement, bon, l'Europe étant par terre, on est sûr qu'ils ne reviendront pas au fait de leur puissance économique.
parce que ça commençait vraiment à redémarrer très fort aux accords, notamment Nord Stream et compagnie, pour avoir de l'énergie pas chère. Mais voilà, donc ils n'ont plus les moyens de se répandre partout en imposant leurs lois, parce que même militairement, ça, les gens veulent pas l'entendre. Ils ont toujours certaines choses en main qui sont pas négligeables. Quand on voit le Gerald Ford devant les côtes du Venezuela, on n'est pas là à rigoler, à prendre ça à la légère. Mais globalement, ils sont en phase de rétractation sur plein de sujets. Et puis, que personne ne veut entendre aujourd'hui quand on parle de guerre, c'est que depuis le début de l'année, enfin depuis le printemps, les Chinois ont mis un embargo sur 5 métaux rares dont ils sont les seuls extracteurs et raffineurs et qui sont des métaux qui sont nécessaires à 81% des matériaux de l'armée américaine dans son ensemble. Donc voilà, ça veut dire que alors là, les Américains essayent d'obtenir de Xi Jinping une levée partielle de cet embargo, mais les Chinois sont pas stupides, ils n'ont pas envie, notamment parce qu'ils savent, depuis que cet embargo a été pris, il y a eu la guerre des 12 jours, et ils savent que les Américains ont besoin de ces métaux rares pour refaire le stock de missiles SAD qu'a tiré Israël contre les missiles iraniens. Et on sait que Pékin soutient indirectement l'Iran dans ce conflit. Donc voilà comment tout ça s'agence, hein, ce réagencement des forces et des empires. Et l'armée américaine aujourd'hui est en difficulté si elle doit faire une guerre longue. Et alors, a fortiori contre la Chine, parce que là, elle se couperait l'herbe sous le pied. Et les hypothèses pour que les États-Unis soient capables d'avoir une autonomie sur ces métaux rares en extraction et en raffinage, c'est au minimum 5 ans. C'est-à-dire que là, quand les gens s'agitent, les États-Unis vont attaquer la Chine, va y avoir la guerre pour Taïwan, c'est n'importe quoi. Ce serait du suicide pour l'armée américaine de faire quelque chose de cette nature. Hein, donc, et en plus de ça, là, ce qui est marrant avec l'armée américaine, les forces armées américaines, avec le Venezuela, c'est l'histoire du corps des Marines. Hein, le corps des Marines est en pleine refonte pour s'alléger. Il a enlevé ses chars, il a enlevé son artillerie, et on nous dit demain il pourrait débarquer au Venezuela. Ah non, alors là non, c'est-à-dire qu'ils l'ont reprogrammé pour faire des espèces d'unités très légères, capables de tirer des missiles à longue portée depuis les atolls de l'ouest du Pacifique vers la Chine, mais il est plus dimensionné pour sa mission historique de débarquement en force sur un territoire pour s'en emparer. Donc là encore, quand on parle du Venezuela, je ne dis pas que les Américains vont pas aller taper le Venezuela, mais je dis que ils sont plus dans des disponibilités même militaires qui leur permettraient de refaire les coups qu'on a connus pendant la guerre froide ou même bien avant dans l'entre-deux-guerres quand ils intervenaient au Nicaragua ou ce genre de choses. Voilà. Donc on est dans des recompositions et pour moi, la puissance anglo-saxonne, bah, elle a compris qu'il fallait qu'elle se contente de son coin américain. Alors, il y en a qui freinent des cas de fer parce que bah, quoi, le maître va s'en aller, on va se retrouver tout seul. En plus, on est ruiné. Hein, c'est un peu le discours des oligarchies européennes, abandonnées à elles-mêmes. Alors, vu que c'est des débiles profonds, bah, ils n'ont pas d'autonomie. Il y a des gens qui, en d'autres temps, on le voit un peu en Europe centrale, on a quelques personnes qui ont un peu de colonne vertébrale. Bon, ça ne les dérange pas de se retrouver face à leur destin. Je pense à Fico, je pense à Orban ou à Babic aujourd'hui en République tchèque, où les types disent, bah oui, on peut vivre sans nous avoir en permanence un maître américain qui nous dit du matin au soir, comme à des gosses, ce qu'il faut faire. Hein, mais il y en a d'autres, pour eux, c'est la panique complète parce que c'est aussi leurs petits agendas personnels qui s'effondrent. C'est là qu'on voit toutes les agitations de cette fameuse fumeuse coalition des volontaires emmenée parce que ce que moi j'appelle les Dalton, c'est-à-dire Merz, Macron et Starmer, qui sont avec Joe Dalton et Zelensky, pour essayer à tout prix d'avoir une guerre qui les sauverait. Alors là, si on parle des moyens européens pour faire la guerre par rapport aux États-Unis, c'est même plus la peine tellement c'est ridicule. C'est des paroles en l'air, c'est de l'excitation. Et là, on quitte le champ politique, hein, on est presque dans le champ psychiatrique, tellement les types sont fous Ouais. d'agitation, de propos incohérents. Enfin, il y a plus rien qui tient. Donc, il y a des gens qui disent qu'on est rentré dans l'ère du retour des empires.
Et je pense que c'est une formule qui se tient parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui travaillent uniquement. Parce qu'il y a plus, effectivement, on a l'impression qu'il y a des alliances, mais c'est plus des alliances militaires coûteuses si on a une guerre qui se déclenche contre un élément. Hein, c'est-à-dire que les Russes, les Chinois, les Iraniens sont très intelligents. Ils font pas comme les Européens avant 14. C'est pas si tu m'attaques, eh ben, je viendrai, enfin, si tu es attaqué, je viendrai à ton secours et donc je serai dans une mécanique d'engrenage qui déclenchera un conflit mondial. On l'a vu avec l'Iran. On peut te soutenir, on peut t'aider, que ce soit donc avec l'envoi de matériel ou sur le plan diplomatique ou les deux, mais on va pas forcément rentrer dans un engrenage de guerre permanent. On va aussi avoir des gens qui vont travailler. Je pense que le plus remarquable, c'est le sultan, hein, c'est Erdogan. Erdogan, il est mais alors, lui, c'est les intérêts de la Turquie et que les intérêts de la Turquie. Donc, je traite avec les Américains quand c'est nécessaire, je traite avec les Russes quand c'est nécessaire, je traite avec Israël quand c'est nécessaire, et quand il faut taper sur ces trois-là, parce que c'est aussi nécessaire à mes intérêts, je vais le faire. Donc on est revenu un peu à ça. Ça n'empêche donc pas des partenariats. Moi, je pense que c'est le mot le plus important à prononcer. Des partenariats stratégiques, des accords de défense éventuellement. Hein, c'est ce qu'a fait Pékin, c'est ce qu'a fait Moscou avec Téhéran, mais sans pour autant qu'il y ait des obligations systématique de dire je vais rentrer en guerre si toi tu es attaqué sans me poser la question, mais est-ce que mes intérêts stratégiques sont aussi menacés ou ce genre de choses. Donc c'est très équilibrant. C'est très déstabilisant parce que on est, vous et moi, des enfants de la guerre froide. Alors on avait l'impression que le monde, fallait qu'il y ait deux blocs. Euh, S'il n'y a plus de blocs, on est paumé. Et ben là, non, il n'y a plus de blocs. Et c'est ça qui, moi, je trouve est très intéressant. Même si, bah, du coup, pour nous, Européens, c'est un peu foutu parce qu'on est nulle part, en fait. On est Ouais, excusez-moi l'expression, mais nous, on est les chiottes du bloc atlantique. Donc, du coup, l'intérêt pour nous, il est très limité. Mais ouais. pour le reste du monde, c'est vrai qu'on est dans une phase qui est passionnante parce qu'on voit des choses auxquelles on pensait plus assister. Et parmi ces choses-là, moi, je pense que ce que fait l'Arabie Saoudite est aussi un des meilleurs exemples de ce j'ai plus de complexe, je ne dois plus rien à personne. Donc, Ben Salman va être le premier chef d'État visité par Trump, mais il va continuer de dédollariser sa vente de pétrole. Voilà, et donc il sert les intérêts de l'Arabie Saoudite. C'est Ouais. ça qui est formidable. Les gens ne comprennent plus ça. Et alors nous, en Europe, où le mot je travaille pour les intérêts souverains de mon pays et de mon peuple, hein, des nazis, des fascistes. Alors Voilà. justement, d'ailleurs, je suis en ce moment même en Turquie, où je viens chaque année, et je commence à avoir des amis assez haut placés ici dans le pays. Et on peut voir qu'il y a une stratégie, en fait, par rapport à la défense du pays aux militaires. D'ailleurs, je trouve que c'est sympa qu'aux États-Unis, le ministère de la Défense s'appelle à nouveau ministère de la Guerre. Et ça, c'est un des rares trucs que je trouve cohérent et bien, c'est-à-dire que au moins on appelle les choses comme elles doivent l'être. Euh, Ici, en Turquie, on a un système équilibré d'un point de vue militaire. Il y a une grande armée avec de la conscription, avec un service militaire qui me semble, avec des objectifs potentiels de cohésion nationale d'abord, et puis s'il devait y avoir une guerre, de capacité très limitée en dehors de ses frontières, pas très loin, mais c'est cohérent pour le pays. Je vous regarde notre continent, l'Europe, donc de Lisbonne à Stockholm, ou même je devrais pousser jusqu'à Helsinki, et je ne comprends pas la cohérence ni de chaque pays individuel, alors là c'est n'importe quoi, et encore moins au niveau de l'OTAN où on se gargarise d'abord d'une grande bureaucratie, parce qu'une grande partie de cette organisation est bureaucratique, mais aussi d'une armée sur le papier, bon, qui pèse, oui, mais dans la réalité, quand on assemble la somme de ces éléments qui sont, en Suisse on a l'expression dit péclotés, qui sont un peu à la fois obsolète et franchement plus tellement capable. On a vu récemment, c'est pas pour m'acharner contre la France, mais on a vu la difficulté d'amener une brigade blindée, j'imagine que c'est la seule hein, qui existe, enfin une brigade blindée de France jusqu'en Roumanie, ce qui ne devrait pas être très compliqué avec le rail et avec quand même dans un continent, moi je le fais en bagnole en 24 heures, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, comment c'est possible que c'est mis 6 mois? Enfin, c'est un truc qui est même pas fini. Donc là, moi, je me pose la question
quelles sont les concaténations d'incompétences successives au niveau militaire, au niveau de l'organisation militaire de l'ensemble des pays européens, hein. Je pourrais prendre l'exemple du Royaume-Uni où la flotte britannique, c'est quand même la flotte britannique, putain, ça a marqué les 3 derniers siècles, n'est même plus capable d'avoir quelques bateaux qui ne seraient pas capables de faire les Malouines aujourd'hui, euh, qui n'ont plus les équipages pour faire fonctionner tous les bateaux simultanément et qui n'arrivent plus à faire fonctionner leurs forces de dissuasion, leurs sous-marins nucléaires. Soit ils ne fonctionnent pas, soit les missiles sortent. Enfin, il y a des problèmes qui sont stratégiquement embarrassants. Je cherchais un terme en français, mais le embarrassing me vient en anglais. Et tout ceci veut faire la guerre avec la Russie, qui est en plus entraînée, qui est pas parfaite, hein, qui n'a pas un système militaire parfait, loin de là, qui fait des erreurs, mais qui apprend vite. Ça, c'est un peu dans leur culture, hein, d'apprendre vite, d'avoir cette humilité de se remettre en question, de virer les gens quand il faut. Quelle a été la concaténation d'incompétence ou de corruption ou de all of the above qui nous a amenés en Europe à être l'ombre de ce que l'on a été, mais même pas si longtemps que ça, hein. Pendant la guerre froide, c'était quand même quelque chose, hein, les armées européennes à l'ouest, et d'être passé dans la capacité de maintenir l'ordre dans les ex-colonies africaines, de même plus être capable de faire ça finalement. Et je doute même qu'on soit capable de maintenir une cohésion de notre propre territoire. On en parlera dans la deuxième partie. Comment vous expliquez qu'on soit tombé si bas, et c'est peut-être possible de tomber encore plus bas, hein, mais quel est votre avis là-dessus? Ce qui s'est passé, c'est le fameux, enfin, c'est l'expression, les dividendes de la paix de la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on a terminé la guerre froide, qui était bon, très détendu en Europe, qui a eu beaucoup de points chauds plutôt sur les parties, on va dire, soit l'Afrique, soit un peu l'Amérique latine, et puis l'Asie, où là, il y a vraiment eu des conflits importants. Mais disons qu'en Europe, bon, bah, on s'est dit, voilà, c'est fini, il n'y a pas eu de confrontation, et maintenant, bah, c'est des coûts énormes qu'il faut absorbés, il n'y a plus de nécessité de les justifier devant l'opinion publique, donc on va cesser d'avoir des forces armées puissantes, on va rester dans l'idée qu'il faut garantir à minima pour ceux qui ont la bombe, donc la Grande-Bretagne et nous, bon, les Britanniques c'est toujours particulier puisqu'il y a ce système de dépendance de double clé avec les Américains, mais disons que nous, Français, on s'est dit il faut surtout qu'on soit sûr de conserver l'arme atomique, et on a même réduit dans ce domaine, hein, puisqu'on a fini par abandonner la composante du plateau d'Albion avec les missiles balistiques, pour garder que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et l'aviation avec alors des Mirage 2000 et puis ensuite des Rafales. Et puis, on s'est dit, bah voilà, on va solder tout le reste parce que, pour reprendre une expression très française, très récente, ça coûte un pognon de dingue. Euh, voilà. En C'est pas le plus, seul truc. C'est pas le seul truc qui coûte un pognon de dingue, mais bon. voilà, c'est ça. Mais donc, ça a été la réflexion de certains, hein, autour de Chirac quand il a pris la décision, notamment d'abandonner la conscription. Ça permettait aussi de faciliter le passage à une professionnalisation, donc à une docilité plus importante encore de l'armée aux politiques, hein, parce que si on reste sur les concepts de ce qu'est l'armée française, c'est le peuple en armes, Ouais. hein, c'est Ce l'héritage qui est bien. Ce révolutionnaire, qui est très, très ce qui bien. est, qui est très très bien, mais qui fait très peur Oui. quand on n'a pas de légitimité C'est pour politique. ça que c'est très, très bien. Voilà, on peut se dire, ma mince alors, c'est-à-dire que demain, ils peuvent m'en mettre une parce qu'ils savent se servir d'un FAMAS. Oui. Bon, donc on va peut-être arrêter les frais. Alors pendant longtemps, on a quand même tenu à maintenir un niveau suffisant pour avoir justement des corps expéditionnaires au pluriel qu'on envoyait encore donc dans nos ex-colonies, assurer, on va dire, le concept de la France-Afrique, bon gré mal gré. Ça permettait à certains, comme François Hollande, de se faire passer pour des chefs de guerre. Bref, bon, donc tout ça, même ça, parce que là, je pense qu'on aurait encore les moyens militaires de poursuivre des missions au Mali ou ce genre de choses.
Simplement, bah voilà, on a un président de la République qui a décidé de détruire l'image de notre pays et son rayonnement au profit d'une hypothétique fédéralisation de l'Europe. Donc, il faut aussi, enfin, faut aussi quitter ce champ de l'ancienne France-Afrique. Bon, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que les gens auxquels on a confié les missions de créer une nouvelle armée sans la conscription professionnalisée, etc., bah, eux, ils sont comme beaucoup de militaires occidentaux, c'est les joujoux technologiques, ce qui fait que, comme on dit, on a une armée qui est échantillonnaire et de très haut niveau parce que globalement, on a des matériels qui se tiennent et qui sont dans le haut du pavé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est le deuxième exportateur d'armes du monde. Faut pas l'oublier. Deux ou troisième, on se bat avec les Chinois. Voilà. Et, Ouais. mais qu'au niveau des hommes, eh ben, on a décidé, puisque la ressource humaine coûte extrêmement cher, on a décidé de brader tout ça et Mm. d'arriver à la fin, hein, c'est ce que nous, on a vu, là, on a fait un bulletin spécial veille stratégique sur les forces armées françaises. On peut projeter alors on peut théoriquement projeter 20 000 hommes loin de nos frontières en Europe pour faire donc là, je sais pas quoi, en Roumanie, de la réassurance. Mais on découvre que ces 20 000 hommes, eh ben, il faut imaginer qu'ils peuvent tenir le front entre 8 et 15 jours en fonction de la dépense des munitions et donc des stocks qui sont disponibles. Bon, donc autant dire que c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut, oui, retourner en Afrique parce que la dépense de munitions sera étalée beaucoup plus longtemps parce que le combat sera absolument pas de la même intensité. Mais si on doit faire face à une situation comme celle de la guerre en Ukraine, bah là, c'est fichu, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout les moyens. On a découvert que toutes les autres armées européennes de l'OTAN sont dans le même état. Si on prend, alors moi je rigole toujours puisque je suis d'origine portugaise, l'état de l'armée au Portugal, qui a quand même eu une grande tradition dans Oui, les guerres coloniales de la guerre froide, d'innovation d'ailleurs, hein, tout à fait. voilà, mais aujourd'hui, tout. Alors, l'armée britannique, vous le rappeliez, hein, je rappelle que les effectifs de toutes les forces britanniques, on peut pas faire déborder Wembley si on les met toutes dedans. Non, ils sont peu nombreux, alors qu'on a pourtant des officiers généraux britanniques qui font un peu comme les nôtres, qui disent on va aller se battre contre les Russes, etc. Enfin bon, des choses, voilà, où eux aussi, on les voit dans des manœuvres s'agglutiner derrière des Challenger 2 avec l'infanterie Oui, en pensant que ça va les sauver. Alors que, comme je le dis souvent, puisque ça a été le sujet de mon Master 2, même à Cambrai en 1917, le c'était général juste. Harper, qui commandait la 51e Highland Division, leur avait dit non, non, c'est 30 mètres derrière le char, parce que sinon, on est un appât, enfin, le char est un appât au tir de mitrailleuse, donc vous restez pas derrière. C'est Et le bah, but. même ces leçons-là, ils les ont oubliées. Bon, bref, enfin, Mais c'est. c'est parce qu'ils passent leur temps à l'école d'officiers à étudier le gender ou des trucs comme ça ou comment c'est possible? Parce que ce que vous venez de remarquer là, je l'ai remarqué aussi, c'est même pas l'enfance de l'art. On a remarqué que depuis 2 siècles, au fur et à mesure que la puissance de feu augmente, même Goya en parle. Je veux dire, c'est dire. Je parle pas du peintre, hein, je parle du général de plateau télé, qui a pourtant écrit des bons livres, Colonel, mais colonel, 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 pardon, colonel. oui, qui a écrit des bons livres pourtant, enfin les livres, j'ai bien aimé ces livres, mais on se déploie de plus en plus en ligne, puis de plus en plus ordre léger, puis de plus en plus, même en 14-18, ces fameuses montées d'assaut, c'était pas compact. C'est pas 1900, c'est pas Leipzig 1813, je veux dire. Oh, et donc en 2025, on est encore moins agglutiné qu'en 1917, c'est une évidence. Donc je ne comprends même pas comment c'est possible que ce soit pas intégré. Comment c'est possible? Parce que il y a quelque chose qui est très important dans la formation et dans, je dirais, la projection de carrière des officiers. L'histoire militaire, on a l'impression que c'est central quand on veut devenir un officier. Et en fait, on se trompe. On est sur des concepts qui n'ont plus cours finalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des hyper techniciens, qui sont recrutés sur concours
Et on sait qu'en France, les concours sont normatifs au possible. Il faut pas que, on n'est pas là pour penser, on est là pour réussir un concours. Donc, il faut à tout prix remplir les bonnes cases. Il faut pas avoir de pensée divergente. L'exemple britannique le plus cinglant en termes de désapprentissage, c'est ce qui s'est passé pour les Britanniques à Bassora en Mhm. Irak, où ils ont été obligés de faire du maintien de l'ordre en zone urbaine, dans une grosse zone urbaine. Hein. Bassora, c'était la deuxième ville ou troisième ville d'Irak à l'époque, et où on découvre, et c'est les Britanniques eux-mêmes qui le reconnaissent, où on découvre que Sandhurst, ceux qui ont été formés parmi les envoyés en Irak, n'ont pas reçu, parce qu'il n'est plus enseigné depuis 1998, les rétextes de toutes les opérations en Irlande du Nord à Et oui, Belfast. c'était les Vous meilleurs. voyez, Il y avait eux et voilà, les c'est-à-dire que Israéliens. Enfin, voilà, la contre-insurrection en zone urbaine, les Britanniques en Irlande du Nord, même si on peut détester ce oui, qu'ils ont fait, oui, voilà, là mais n'est pas la ils question. étaient devenus les maîtres. Et jusqu'en 98, dans le cursus des officiers de l'armée de terre, il y avait quelque chose, une UV, pour maintenir les officiers britanniques au courant de ça. Et en 98, ça a été déprogrammé des cours. Et donc, les types n'étaient plus formés à ça. Donc, ils sont arrivés à Bassora. Certains ignoraient comment, dans leur tradition militaire, on avait une expertise pour gérer ce genre de choses. Je pense que c'est un des exemples les plus criants, si vous voulez, de cette façon dont on a dit non, mais on s'en fiche, de toute façon, on a les meilleurs instruments techniques. Les autres sont, alors avec bien évidemment tout ce racisme hein, qu'on voit d'ailleurs même à l'égard des Russes, c'est-à-dire Ouais, c'est des, bon, alors les uns, en employant un terme français, c'est des bougnoules en claquettes, ils ne vont pas nous poser de problème. Hein. ouais, 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 les Euh, orques, on voit ah, ça. voilà, les autres, c'est des orques. Alors, je rappelle, hein, l'armée russe, donc commandée par des alcooliques, atteinte du sida, etc. Enfin, Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, quand on dit ça de l'adversaire, mais déjà, c'est terminé. D'un point de vue cognitif, on est foutu. Bah Parce ouais. qu'on n'accepte pas que l'autre va être en Non, capacité parce de que penser. l'Allemagne entre 41 et 45 disait ça, mais sur le combat n'apprenait pas ça. C'est-à-dire que Ah aucun bah oui, soldat allemand oui. n'allait sur le front de l'Est en se disant ouais, ça va être une promenade de santé. À part peut-être les 2 premiers mois où ils ont été étonnamment surpris par la manière dont ils ont défoncé le front. Mais pour le reste de la guerre, ils craignaient, ils bossaient dur et ils se sont fait latter quand même à la fin, à un Ah coût oui, oui. énorme pour les Soviétiques. Mais si la propagande allemande, qui est exactement la même qu'on entend aujourd'hui, c'est hallucinant, au moins les Allemands n'y croyaient pas sur le front. Mais là, j'ai l'impression que les généraux, en tout cas que l'on voit, ou les colonels, pardon, qui viennent sur les plateaux télé, et j'ai l'impression qu'ils y croient. Alors, moi, je ne sais pas, Il y c'est a- assez atterrant, c'est assez Bah, pathétique. je pense, alors, à l'égard de la Russie, il y a un grand problème en Occident qui remonte même pas à la guerre germano-soviétique. Hein. Moi, par rapport à mes travaux sur la Première Guerre mondiale, très récemment, je me suis penché sur la bataille de Tannenberg de 1914. Et Mhm. cette bataille, alors j'ai lu un des principaux ouvrages pour démarrer mes recherches sur la question, et l'auteur explique qu'en fait, dès avant 1914, dans une partie de la société allemande, il y a un sentiment anti-russe qui est fondé sur ces mêmes bases. Alors, c'est pas aussi violent, aussi grossier que ce qu'on entend aujourd'hui, mais en gros, bon, ben, les Russes, c'est des brutes, ils sont pas finaux, ils ont un système, bon, voilà, ça fait seulement une cinquantaine d'années qu'ils sont sortis du servage, ils traitent mal leurs Ouais, c'est soldats, vrai. voilà, mais même si c'est fondé sur des éléments qui sont incontestables, ça mettait en situation de surplomb automatique les officiers allemands et les soldats allemands. Alors bon, ben, ils ont eu raison, puisqu'à Tannenberg et puis dans la Ouais, foulée, j'allais dire, mais jusqu'à... à l'époque, c'était pas faux. Oui, c'était pas faux. Enfin, quand ils ont vu l'offensive Broussilov en 1916, ils ont compris que les autres Ouais. s'étaient adaptés Là, et ils que apprennent là, vite, les paysans russes. voilà, les paysans russes, ils apprennent très vite et ils n'ont pas des officiers qui sont tous Eh avinés oui, c'est ça. et voilà. C'est Donc, des anciens. Enfin, moi, je comprends pas les Européens quand ce complexe de supériorité sur les Slaves, qui est souvent effectivement une forme de racisme. Moi, connaissant un petit peu la Russie,
euh, même quand on regarde morphologiquement les gens, il y a quand même une grosse part de Vikings hein, chez les Russes. Faut pas déconner. À la base, hein, les Russes, c'est des colons de Suède qui se posent sur toute la ligne qui va de la Baltique jusqu'à Byzance, jusqu'à la mer Noire. Euh, bon, moi, je connais un peu aussi les Scandinaves. C'est pas exactement d'abord, c'est pas des petits machins tout frêles et fragiles, mais aussi, c'est pas exactement intellectuellement des poids plumes. Non, non, non. Mais C'est du costaud. le problème, c'est que à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque l'armée tsariste se délite, je tiens d'ailleurs toujours à souligner que c'est le chef d'état-major de l'armée du tsar qui dépose le tsar. Oui, Faut bien jamais sûr. oublier, c'est pas les bolcheviks, hein, c'est Alexeïev qui débarque dans le train, pistolet au poing, et qui dit à Sa Majesté impériale, maintenant vous allez rendre votre pouvoir. Hein. Après, il y a la révolution Bien bolchevique, sûr. mais au départ, c'est quand même l'armée et des officiers qui sont des aristocrates, etc., qui disent là, c'est plus possible. Hein. Bon, bref, mais on a en Europe, bah, du coup, cette idée que cette armée, bah oui, elle vaut rien, elle s'est délitée. En plus, ensuite, il y a la guerre civile où la seule chose qu'on va retenir, c'est que l'aspect massacre de part et d'autre. Et puis, bien sûr, vu que c'est les rouges qui gagnent, alors là, c'est pas possible. Hein, on commence à basculer le gars le couteau entre les dents qui va venir égorger femmes et Ouais. enfants. Peu de gens, d'ailleurs, peu de gens, j'invite ceux qui nous regardent à se renseigner sur cette période passionnante où des forces armées européennes, françaises dans le sud, britanniques dans le nord, américaines y compris, Oui, allemandes, enfin il y a de toutes les nationalités, japonaise. japonaises, occupent une partie de l'ancien empire russe. Oui, oui, ah bah moi j'ai commis un article sur le diplomate média sur notre mission à Odessa. Ouais. Quand il y en a un qui nous dit oui, il faudra que j'envoie des gars là-bas, non, 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 n'envoie personne. La dernière fois, ça s'est très, très, très mal passé. Hein, on a laissé à l'époque des chars Renault FT entre les mains des Rouges parce qu'on n'a pas pu les rapatrier à temps. Ça a débouché sur la mutinerie de la flotte française en mer Noire. Il y a un personnage pas très sympathique qui est devenu célèbre qui s'appelait André Marty, qui était quartier-maître sur un navire français à l'époque. Enfin, c'est pas une bonne partie de l'histoire de l'armée Ouais, ouais, française, ouais. ce déploiement. Hein, donc, vaut mieux pas y retourner. Mais il y a ce courant qui va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec ce qui s'est passé, avec à la fois ce que certains ont vu en Espagne de l'intervention soviétique et de la qualité des intervenants soviétiques, ensuite des purges de l'armée rouge, des difficultés pendant la guerre d'hiver contre la Finlande, des premiers mois de Barbarossa, et puis Ça c'est vrai. surtout, voilà, où là on sait, bon, bah voilà, ils sont nuls et tout, machin, et le grand problème, l'immense problème ensuite, donc on a ce terreau-là jusqu'en 45, et à partir de 45, il y a quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, c'est que d'habitude, nous, on le sait bien, les historiens, les vainqueurs écrivent l'histoire, sauf en 1945. C'est-à-dire qu'en 1945, les Occidentaux, anglais et britanniques, cette ordure de Lidl Art en tête, vont donner un stylo et un papier à tous les officiers généraux de la Wehrmacht qui viennent de se faire dessouder par l'armée rouge C'est vrai. pour leur dire, dans le cadre de la future guerre froide, écrivez-nous l'histoire de la guerre germano-soviétique. Et les autres, qui n'attendent que ça, les Manstein, Guderian, etc., vont raconter une histoire, mais qui a un fantasme, hein, c'est un conte de fées. Alors, si nous avons été vaincus, il n'y a que deux raisons. Le méchant Adolf Hitler et les hordes de rouges qui étaient 10 fois plus nombreuses, 100 fois plus nombreuses que nous. Au milieu, il n'y a rien. Et c'est juste pour ça. On a perdu juste pour ça. Ouais, Alors ouais. déjà c'est un truc de fou, c'est que les Américains, grands naïfs devant l'éternel, fascinés par la Wehrmacht, comme tous les Occidentaux, se disent ah bah ils doivent avoir raison parce que attention c'est Manstein, Guderian, c'est le haut du panier. Donc s'ils écrivent ça, c'est qu'ils mentent pas. Mais si ils mentent. Et vous allez concevoir toute la guerre froide avec un affrontement potentiel contre l'armée rouge sur que des mensonges. Ouais. C'est-à-dire que Hitler n'est pas un si mauvais chef de guerre que ça,
Ça, faut jamais l'oublier. C'est pas Sauron qui fait n'importe quoi, loin de là. Hein, sinon, il n'aurait pas été aussi Mais capable de oui, non, gérer non, ses il était affaires. Voilà, raisonnablement bon, hein, voilà, dans ce domaine-là, je précise, hein. voilà. Attention, qu'on ne me fasse pas Euh, dire ce que je n'ai pas dit. c'est ça. Mais et de l'autre côté, l'art opératif soviétique, la qualité des généraux soviétiques, etc., de l'industrie militaire soviétique, tout ça pour perte et profit. Mais Voilà. surtout l'aspect industriel qui est souvent un peu... ça, c'est souvent la carence du monde militaire, c'est de ne pas toujours comprendre l'industrie qui suit derrière. Et d'ailleurs, ça pourra me permettre la transition à la deuxième partie de cette vidéo. C'est que l'industrie est fondamentale, tant dans la capacité à fournir des équipements cohérents, du matériel et de la logistique compétente, de qualité, mais aussi en masse, parce que on le voit aujourd'hui. Alors, c'est plus les chars qui sont nécessaires par milliers, mais les drones par dizaines de milliers, eux le sont. Et je prends cet exemple parce que je suis d'accord avec vous, je ne crois pas que les États-Unis, à moins qu'ils soient complètement fous, aillent vers une guerre chaude avec la Chine. Lorsque, je prends un petit aparté d'une seconde, le Japon a attaqué les États-Unis en 1941 avec une capacité de production de tonnage naval qui était 10 fois inférieure à celle des États-Unis. Bon, il s'est fait écrabouiller en réalité quand on regarde avec du recul. Sur le moment, c'est excitant. Moi, je suis passionné d'histoire du Pacifique, mais en fait, le Japon s'est fait écrabouiller comme on écraserait un œuf frais avec sa botte, quoi. Enfin, c'était Scrooge, si je puis dire, avec Bah oui, malheureusement des millions de morts chez les Japonais aussi. eh Euh, oui. Là, le même rapport industriel de capacité de production navale, hein, pour prendre l'exemple, entre les États-Unis et la Chine, il est de 1 à 1000 officiellement. Alors, mettons que ce soit exagéré, mettons 10 fois moins, ça fait quand même de 1 à 100. Ouais. Donc une guerre qui durerait 2 ou 3 ans, et on n'imagine pas qu'une guerre puisse se faire, hormis une guerre nucléaire, en quelques minutes, les États-Unis arrivent encore plus mal que le Japon par rapport aux États-Unis à cette époque. Donc, à moins d'être totalement abrutis, ce n'est pas possible qu'ils réfléchissent de faire une guerre sérieusement à la Chine. Ils vont devoir Non, gérer, mais c'est juste plus possible. non, non, ils peuvent agiter des chiffons rouges pour entretenir un narratif, mais techniquement, et ils le savent. Parce Ouais. que c'est ça qui est très intéressant avec les Américains, c'est que là-dessus, ils sont très pragmatiques. Hein, à l'inverse des Européens, ils voient bien les limites de leur capacité et ils sont pas suicidaires. Mais nous, en Europe, voilà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se jette dans les bras des vaincus pour nous dire comment on va développer une stratégie contre l'armée rouge. Et, les, et tout ça a imprégné, mais vraiment profondément. Mhm. Euh, Là encore, on doit notre salut intellectuel à un officier américain qui est le colonel David Glantz, hein, qui a fait connaître l'art opératif soviétique en mettant sur la table une œuvre qui est, je ne sais pas comment la qualifier, Elle est colossale, comme voilà, le ouais, titre d'un de ses colossal. livres, c'est Colossus. Voilà, oui, comme oui, le livre, le premier livre de sa série, pour nous dire attendez les gars, la guerre germano-soviétique, c'est pas ce que les Allemands vous ont raconté, la vérité, il y a autre chose. Et Eh puis ouais. on a fini par avoir accès à la pensée, alors en anglais pour le moment, à la pensée d'Alexandre Zvietchine, qui est le grand penseur de l'art opératif soviétique. Mais aujourd'hui encore, quand on parle de ça en Europe occidentale, les gens ils disent non, non, mais tout ça, ça n'a pas d'intérêt. De C'est toute des façon, orques, ça n'a c'est tout. voilà, c'est les orques. Alors là, j'en ai vu en France, on a quelques petits révisionnistes aussi qui sont subventionnés, qui viennent vous dire oui, mais l'art opératif, ça a marché à peine juste au moment de bagration et puis c'est tout. Oui, oui, c'est vrai que déjà, on va oublier l'opération Uranus, mon copain. Enfin bon, bref, Ouais. des gens qui sont Et plein d'autres. Et plein oui, et d'autres. plein d'autres, bien sûr, mais ils sont dans une imbécilité crasse. Et ils veulent même pas penser l'adversaire parce que moi je veux bien qu'on soit là à dire on va défendre l'Ukraine machin etc. Mais ils ne pensent même pas l'adversaire pour essayer de savoir comment on va le contrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en Ukraine le syndrome, hein, c'est ce qu'avec Xavier Moreau, on partage en commun en se tapant sur le ventre, même si c'est tragique. On a le syndrome des Fechtung sur toutes les villes de l'Ukraine, Ouais. enfin sur la ligne de front.
Ouais, qui sont vous stratégiques tiendrez. jusqu'au moment où elles tombent et qu'elles, en fait, non, ça n'avait Non, aucune voilà, importance. mais vous restez fixé sur le front et vous bougez surtout pas et vous vous faites crever sur place et comme Ouais. ça permet d'entretenir un narratif. Regardez, les Russes en sont au, je sais pas, énième mois de combat pour prendre Pokrovsk, hein, ils se sont et donc du coup, Non, on est non, passé de l'autre côté du miroir de la pensée dans tout ça. C'est et ce qui est terrible. terrible, c'est qu'à la fin, in fine, c'est quand même des millions d'Ukrainiens qui sont morts ou estropiés. Pour moi, c'est une tragédie parce que ce sont nos frères en humanité déjà, et puis des centaines de milliers probablement de Russes aussi, Ah oui, qui moi personnellement, personne, ils m'ont rien fait. Tout ça pour, à la fin, alors ça, des intérêts derrière, d'une corruption gigantesque, des oligarques qui s'en mettent plein les fouilles en Europe, aux États-Unis, et dans d'autres petits pays, et en Ukraine aussi. Et donc, ceci est particulièrement dégueulasse parce que c'est des familles débrisées, j'en connais, et des Ukrainiennes, et je veux dire, des millions d'Ukrainiennes qui se reproduisent maintenant avec des Allemands. Bon, bah, ça, je dis pas, je dis ça de manière neutre, hein, mais je constate que c'est une destruction d'un pays qui n'avait absolument, qui n'avait pas lieu d'être. ah Et bah j'espère que ça se si. paiera un jour à un Nuremberg 2.0, y compris les journalistes qui ont poussé à la guerre. J'espère qu'ils finiront à Nuremberg 2.0 avec, après un jugement équitable, les mêmes peines que dans le Nuremberg Oui, que pour Streicher, 1.0. ouais, oui, ah bah oui, oui, oui. Exactement. Il n'y a pas de Ouais. raison. Ouais, oui, mais ce qu'il faut noter, dans les hypothèses de ce qui se passe, là-bas sur la destruction du peuple ukrainien, je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'en pense, c'est une hypothèse d'Emmanuel Todd, hein, il dit pas: «C'est la vérité» et cetera. Mais il dit que dans le cerveau, des néo-cons, d'origine juive, Bah oui, américains, ça me paraît qui évident. viennent de familles qui ont été, soumises à des pogroms, à des persécutions en Ukraine, il y a cette volonté de vengeance, Ouais, à l'égard du peuple ukrainien qui se manifeste dans cette façon dont ils les ont envoyés au massacre, hein. bah oui. Et Emmanuel Todd, c'est pas un néo-nazi, il est Non, juif lui-même. Quand il dit ça, alors il dit bien c'est une hypothèse, mais je trouve quand on voit qui est Madame Nuland, qui est la famille Kagan, et cetera, hein, qui sont les pousses au crime, oui, oui, oui. depuis toujours, avec ce fameux, Institute for the Study of War. C'est une hypothèse en tout cas qui est solide et qu'on ne doit pas balayer comme ça, du revers de la main sur, pourquoi on les a envoyés à ce point-là, à l'affrontement et au massacre et pourquoi le blond de la cité de Londres, de la City de Londres a joué, ce rôle Ouais. clé, en mars 2022 pour empêcher la paix d'advenir, hein. Alors effectivement, objectif principal ou bonus plaisant pour ces gens-là, et que je précise parce que c'est important de le dire, parce que je l'ai mentionné, hein, cette théorie avant Todd. Mais Bon, bon, ah bah on y pardon. arrive tous, à la même conclusion, parce que dans le Wikipédia, il y a un truc qui s'appelle Early Life. Donc et quand on a des gens qui font des saloperies, moi j'aime bien aller voir qui c'est, d'où ils viennent et quel est leur pédigré. Et dans ce scénario-là, c'était une évidence qu'il y avait une volonté de vengeance. Il y a des gens qui sont encore en train de réfléchir à Babylone, hein. Donc là, il y a des Ouais. gens qui réfléchissent à leur arrière-grand-père qui a beaucoup souffert à cause des Cosaques et qui fait souffrir et qui ordonne, enfin qui pousse au massacre de millions de gens. Mais je tiens à préciser que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que ces gens qui se trouvent être juifs agissent d'une manière abominable. Ça ne veut pas dire que les juifs agissent d'une manière abominable. C'est toujours très important de le répéter parce que nous sommes dans un monde un petit peu où cet amalgame-là pourra avoir des conséquences fâcheuses, à mon avis. Ah oui, oui. Et moi, je crains, et on en parlera peut-être dans la deuxième partie, moi, je crains qu'il y ait aussi, en plus d'un Nuremberg numéro 2, qu'il y ait aussi une Shoah numéro 2 qui se prépare. Et évidemment, je ne la souhaite pas. Je trouve que ce serait abominable aussi. Et, euh, et ces gens-là, en fait, en sont en partie des causes. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de cette interview. Alors, d'abord, je mettrai les liens de la chaîne de Sylvain Ferreira ci-dessous, de ses livres, mais aussi où vous pouvez trouver la deuxième partie de cette vidéo qui est sur mon site Patreon. Elle est ici. Elle sera disponible pour les abonnés. Vous pouvez vous y abonner. C'est vachement bien. Et on se retrouve tout de suite.